Le déni, c'est une chose extrêmement précise. C'est par rapport à une réalité indubitable de nier cette réalité. Bon. Or, les gens qui ne croient pas, enfin qui doutent ou qui ne sont pas des convaincus de la décroissance inéluctable, tout simplement parce qu'ils pensent que la croissance peut durer. Voilà, ils ne sont pas dans le déni, ils sont dans une incertitude, hein, entre est-ce que la croissance peut continuer parce que le système a énormément de moyens disons euh, de bricoler et de réparer les choses qui se mettent à dysfonctionner. Voilà. Et voilà. Bon. Je pense que d'abord, on ne peut pas aujourd'hui être dans le déni, à moins de gens comme nous, peut-être, qui sommes vraiment convaincus. On ne peut pas être dans. Et puis, si on est convaincu, on peut pas être dans le déni. Enfin, voilà. Bon, c'est cette histoire de déni. Après, il y a l'histoire de gravité. Bon. Euh, Si nous, aussi bien dans ce cercle de réflexion que dans l'éventuel gouvernement fictif que nous créerions, je crois que le mot gravité, il faut voilà, c'est déjà un jugement de valeur. Les choses sont graves. Les choses, elles sont comme elles sont. Ouais, elles sont comme elles sont. Enfin bon, c'est un détail, mais j'ai eu l'occasion plusieurs fois de buter contre le mot déni et contre le mot gravité, parce que, bon, partir du postulat que euh, les choses vont être plus difficiles demain que maintenant me paraît pas évident du tout. Même dans le cas d'une décroissance inéluctable, c'est-à-dire, bon, à partir des années prochaines, ça va décliner, tout le monde va bien s'en rendre compte, et donc ça va être terrible. Je ne suis pas du tout persuadé. Je ne suis pas du tout persuadé. Alors, on en a déjà un petit peu parlé de ça. Là, on est vraiment dans disons, la socio-fiction. Comment est-ce que les gens vont réagir face à une société qui devient de plus en plus contrainte, alors que nous sortons de 2 siècles d'abondance et de croissance. Euh, alors d'abord, je ne suis pas du tout convaincu que les gens vivent la catastrophe au quotidien, une catastrophe au quotidien, et même j'aime à penser que ça va créer, euh, disons, des choses extrêmement intéressantes et positives. Bon, voilà. Donc, on est. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous proposer de poursuivre cette conversation. Qu'elle ne soit pas programmée parce que Oui. bon, voilà, on tourne autour du pot par rapport à cette décroissance inéluctable ou décroissance volontaire. Et j'ai bien entendu tout ce que vous me dites. Je connais très bien tous ces raisonnements et tous ces arguments que je respecte. Et je voudrais entreprendre d'essayer de vous déculpabiliser. Alors, lorsque j'ai parlé de postulats, on retombe quand même évidemment sur nos, euh, nos projets, puisque tout se tient. Lorsque je vous ai parlé de postulats, de prérequis concernant ce projet de gouvernement de la précroissance, euh, il y en a un aussi que je voudrais que j'ajoute. Vous voyez que c'est en parlant qu'on va structurer notre cahier des charges. C'est le rejet, enfin le rejet, je vais dire, on va peut-être trouver un autre mot, c'est pas, le rejet de la décroissance volontaire. Alors je m'explique. Bon. Quand je dis rejet de la décroissance volontaire, je sais de quoi je parle, puisque moi je suis sobre depuis 1969. Bon, donc je n'ai pas de problème personnel de ce point de vue-là. Bon. On parle des gens autour de nous et pas de notre petit cercle, on parle de la Terre entière. Hein. Bon, voilà. Alors, la décroissance volontaire, on peut en dire ce qu'on veut,
du bien, du mal. Bon, il y a un postulat sur la décroissance volontaire, c'est qu'elle ne se fera pas. Voilà. La décroissance volontaire ne se fera pas. Voilà. Soit on est d'accord, convaincu de ça, soit on ne l'est pas. Si on n'est pas vraiment convaincu qu'elle ne se fera pas, si on pense, et sentiment que je respecte au plus haut point, que j'essaye d'argumenter, voilà. C'est-à-dire cette notion de la masse critique, c'est-à-dire que je vais modifier mon comportement en étant sobre. Les gens qui sont autour de moi, par mimétisme ou par admiration ou par adhésion, par persuasion, par adhésion, le feront aussi. Et finalement, tous, 7 milliards et demi que nous sommes, nous allons, et donc, bon, ça ne se fera pas. Voilà. Pourquoi ça ne se fera pas? Alors pourquoi ça ne se fera pas? Je n'ai pas d'équation à vous donner, hein, mais je peux vous dire que depuis 1970, hein, qu'on a fait les marches de budget contre la centrale nucléaire, qu'on est retourné à la Terre dans les Cévennes faire ceci ou faire cela, et que la croissance n'a fait qu'augmenter. Voilà. Bon. Et quand nous avons aujourd'hui des croissants volontaires sympathiques qui sont des amis qu'on connaît bien et qui nous disent bon, on sent que les choses bougent aujourd'hui, les gens veulent des croissants. Non, non, non. Ça est en régression. C'est-à-dire que non seulement ça ne se fera pas, mais le nombre de gens qui sont prêts à modifier. Et modifier, c'est pas aller à la vie claire acheter un machin bio. C'est modifier en profondeur son comportement pour consommer moins de ceci, moins de cela, pas avoir de voiture, pas prendre l'avion, etc. Bon, le nombre de gens qui sont prêts à faire ça, c'est pas qu'il est en augmentation, c'est qu'il est en régression. Bon, et de quoi parlons-nous? Mais nous parlons de moins de 10% de la population mondiale. Attention, je veux dire, ça ne concerne que des pays, c'est-à-dire ce sont des groupuscules qui sont dans des pays que l'ensemble de ces pays dont on parle, c'est moins de 10%. C'est-à-dire qu'il y a au moins 7 milliards de gens qui ne savent même pas de quoi on parle. Je suis tout à fait d'accord avec donc, vous. nous avons oui, mais ça n'empêche que la population, nous ne sommes pas 7 milliards et demi, à la part d'empreinte écologique de ces 7 milliards et demi d'individus n'est pas du tout la même, Christian. On ne parle pas du tout de la même chose. Il y a des tas de communautés dans lesquelles ils peuvent continuer à vivre comme ils ont vécu. Là où c'est problématique, c'est des très grosses sociétés, des sociétés avec un très gros accroissement de population, l'Inde, la Chine, l'Afrique n'est pas réellement concernée, certains pays oui, et puis bien sûr tous les pays occidentaux. Mais on ne va jamais, je suis entièrement d'accord avec vous, on ne le fera pas volontairement. J'en suis effectivement convaincue aussi. J'en suis convaincue aussi. Alors, mais, je vous laisse terminer votre argumentation. Je ne suis pas sûre que le fait de développer l'idée qu'elle est inéluctable va non plus faire bouger les gens. Je ne suis pas plus... Non, mais, alors, notre objectif n'est pas de faire bouger les gens. Enfin, mon objectif, c'est pas de faire bouger les gens. Pas avoir cette ambition de faire bouger les gens. L'ambition que nous devons avoir, c'est simplement de lancer une alerte. En disant, attention, nous on pense que. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bon. Alors, si on nous dit, mais attendez, lancez l'alerte, non, c'est pas assez, il faut faire la décroissance volontaire. Il faut dire aux gens, nous ne disons pas aux gens, décroissez. Nous ne disons pas ça. Alors, nous ne disons pas aux gens, décroissez, pourquoi? Parce que, d'abord, d'un point de vue empirique, nous nous sommes rendus compte que les gens ne veulent pas décroître. Bon, Herman Daly, qu'est-ce qu'il a dit à Reagan quand il est allé voir s'il pouvait faire carrière quelque part? Il a dit, bon, je suis arrivé en disant, vous voyez, A plus B égale décroissance inéluctable. Et je me suis rendu, en allant voir les gouvernements, il a fait comme Rifkin, il a été voir les gouvernements, il était embauché 5 ans à la Banque mondiale, et il a dit cette phrase extraordinaire, mais qui résume tout. Il a dit les gens n'acceptent, les gens
n'accepteront pas l'idée de la Alors, décroissance. oui, mais les gens n'acceptent pas l'idée. Pourquoi? Non, mais C'est en ça que c'est là qu'on fait réellement de la politique. Parce que regardez ce qui s'est passé au moment où les États-Unis ont décidé de faire du tout électrique. Ça s'est justement passé au moment où Reagan, Dalli, etc., il était question il y avait des réseaux de gaz, tout à fait. Alors, bon, on peut postuler sur le gaz, dire tout ce qu'on veut sur le gaz. Mais quand on a commencé à créer tous ces lotissements aux États-Unis, il a été question de les équiper, d'équiper les foyers avec des chauffages au gaz, etc. Et puis il y a le lobby de l'électrique qui est arrivé, qui a dit non, 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 pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Et il y a eu une publicité absolument massive pour le tout électrique dans les années 60. Donc, si les gens n'acceptent pas, c'est aussi parce qu'on les pousse à ne pas accepter. Et c'est en ça que, personnellement, je pense qu'il faut accompagner l'alerte avec une analyse politique de qui est derrière, qui fait quoi, qui pousse. Alors, je pense exactement le contraire. Serge Latouche, qui est soi-disant le père français de la décroissance, c'est le père de rien du tout, c'est le père de la décroissance, c'est Reagan. Serge Latouche est un petit professeur émérite, qui a eu un groupuscule d'admirateurs autour de lui, parle de la colonisation de l'imaginaire. Bon, et effectivement, tous les décroissants volontaires emboîtent cette théorie en disant oui, mais les gens, en fait, ils sont pas conscients, hein, ils sont modelés. Alors, ils aiment la croissance, ils pensent pas que parce qu'on leur a façonné l'esprit. Non, non. L'individu, hein, l'individu moyen n'est pas débile. L'individu moyen a son libre arbitre et il est tout à fait apte à dire s'il aime le progrès technologique ou s'il ne l'aime pas. Il est tout à fait apte à dire si, lorsqu'on lui propose une innovation, voilà, il trouve que c'est bien ou pas. Alors, vous savez, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le marketing. Bon. Oui. Et on dit, mais oui, mais les goûts des gens sont façonnés par les bureaux d'études. Mais c'est pas vrai. Non, mais je vais vous dire que non, mais là, ça c'est non, là, justement, si vous êtes bien si vous êtes dans les groupes complotistes, mais là c'est plus que du groupe complotiste, c'est que on a une idée reçue comme ça que c'est les groupes industriels qui font les goûts. Mais c'est faux, c'est le contraire. Qu'est-ce que c'est que le marketing qualitatif? Le marketing qualitatif, ce sont des techniciens, des techniciens produits, de l'élaboration de produits, qui sont là pour aider les firmes à faire les produits qui vont se vendre le mieux possible. Et comment ils font? Pour vendre un yaourt, hein, aromatisé à tel truc, afin que ce yaourt envahisse le monde entier, c'est pas avec de la pub 4x3 en disant aux gens mangez ce yaourt, il est bon, vous allez voir, manger ce yaourt. C'est ce que croient les gens, c'est faux. Bon, la réalité, elle est tout autre. La réalité, il est dans le back-office et dans les coulisses, c'est ceux qui la connaissent. Mais la réalité, c'est que le marketing qualitatif, on fait des panels, c'est qu'on réunit des gens, et on demande qu'est-ce qu'ils aiment. Et on leur fait goûter un yaourt comme ça, comme si, et puis voilà, à partir d'un groupe témoin, hein, et là-dessus, voilà, des fois, il y a des erreurs. C'est-à-dire que si le public ne veut pas du yaourt vert, parce que finalement, le truc qu'on avait pensé qui marcherait et qu'on a fait une pub terrible dessus, mais si le public n'en veut pas, le public, je vais vous dire, n'a rien à faire de la publicité. Le public, contrairement à ce qu'on croit, il regarde ce qu'on lui donne et il voit si ça lui plaît. Voilà. Bon. Donc, moi, je m'inscris en faux contre l'idée selon laquelle le goût des consommateurs. Hein, alors, les gens sont poussés à la consommation. Les gens sont poussés à la consommation, d'abord, et on l'a déjà dit en premier lieu, par le crédit. De toute façon, les gens ne peuvent pas consommer s'ils n'ont pas les moyens de consommer.
pouvez leur faire n'importe quel yaourt plus mirobolant si les personnes n'ont pas. Donc on donne d'abord des moyens. Bon, donc les gens, ensuite, ils peuvent choisir. Et là croyez-moi, c'est la foire d'empoigne entre les différentes firmes pour trouver le produit qui va plaire. Pourquoi est-ce que je souhaite que ce groupe qui est appelé à travailler comme un gouvernement fictif de la précroissance doit considérer que la décroissance volontaire ne doit pas prendre en compte les aspirations des décroissants volontaires. Alors, pour moi, il y a trois points importants qui font d'ailleurs, qui constituent le soubassement de la polémique qui dure maintenant depuis 10 ans entre les décroissants volontaires et les décroissants inéluctables, qui est une polémique, non pas une polémique agressive, une polémique guerrière, hein, mais finalement une polémique d'objectif en termes d'efficacité de l'objectif. Alors, les 3 points sont les suivants. La décroissance volontaire, elle ne se fera pas. Bon, alors, voilà. La décroissance volontaire, pourquoi la faire? Deuxième point. Être sobre, à quoi ça, qu'est-ce que ça apporte, hein? Bon. Et puis, troisième point très important, la critique de la croissance ne va pas de soi. À savoir que les politiques de décroissance volontaire partent d'un postulat que la croissance, c'est pas bien. Bon. Les croissancistes, au contraire, disent la croissance, c'est bien, c'est formidable. D'ailleurs, l'ensemble de la planète est axé sur ce paradigme depuis 2 siècles. Bon. Donc, les croissancistes ont-ils des arguments pour dire que la croissance, c'est bien? Alors moi, je dis oui, ils ont des arguments. Ils ont des arguments. Et il y a une différence entre dire je critique la croissance parce que la croissance, c'est pas bien. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire bien? Enfin, c'est pas bien pour l'homme, c'est pas bien pour l'univers, c'est pas souhaitable. Hein, la croissance n'est pas souhaitable. Et puis, dire la croissance, ça va s'arrêter. C'est 2 choses différentes. Lorsque nous lançons l'alerte sur la croissance, nous disons la croissance, c'est une impasse. C'est-à-dire, la croissance n'a pas d'avenir. Quoi que vous fassiez, ce système n'a pas d'avenir. Bon, c'est un discours qui était très très différent de dire nous ne voulons pas de ce système parce qu'il est éthiquement mauvais, parce qu'il est anthropologiquement ci ou anthropologiquement cela. Bon, c'est-à-dire que ça peut être les deux. Bon, alors je reviens sur vous voyez les 3 points. Bon, et le troisième est extrêmement. Alors, le premier, la croissance ne se fera pas. Elle ne se fera pas. J'ai commencé à argumenter, mais il faut que ce soit un postulat. Après, bon, on peut. Ce que je propose de faire, c'est de partir de ce postulat. Elle ne se fera pas d'un point de vue individuel, c'est-à-dire qu'individuellement, elle peut se faire la décroissance volontaire sur un point de vue individuel, sur un point de vue micro ou macro, individuel ou politique, on va dire. C'est-à-dire, soit individuellement, on se met tous à décroître, donc obligatoirement ça décroît. Soit il y a une action volontariste politique, hein, il y a des lois qui font décroître. Et alors là, on va décroître. Mais ça ne se fera ni individuellement ni politiquement. Voilà. Alors, on ne peut pas nous prouver le contraire, mais nous, on pense que ça ne se fera pas. Voilà. Alors, nous étions en train, tous les deux, de débattre. Moi, je vous disais, regardez, et vous me dites, oui, mais c'est parce que ceci. Peut-être c'est parce que cela, mais tous ceux qui pensent que la décroissance volontaire ne se fera pas sont appelés à se réunir. Bon, si ce groupe doit débattre du fait que la décroissance inéluctable, si, il a une chance quand même d'aboutir, bon, c'est un autre groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon. Ensuite, pourquoi être sobre? Pourquoi être sobre? Il y a 2 façons de voir les choses. Je suis sobre parce que ça me convient. Moi, ça me convient dans
ma façon de me situer dans le monde et dans le rapport des choses, d'être sobre. Et je suis plus en paix avec ma conscience, bon, je vais simplifier, je suis plus en paix avec ma conscience si je suis sobre que si je consomme. Euh, mais d'un point de vue d'efficacité, bon, d'abord, je ne suis qu'un groupuscule tout petit, et bon, ce que je ne vais pas consommer, c'est autant que je laisse à d'autres pour consommer. Vous m'avez dit tout à l'heure, les pays ont une forte, on parle des prédits qui ont une forte empreinte écologique. Oui, mais vous avez des pays, si vous ajoutez l'Inde, le Brésil, enfin, les BRICS, si vous ajoutez les BRICS, bon, c'est 3 milliards, c'est la moitié. On ne parle pas de l'Afrique sous-développée. Bon, ces gens-là, bon, ont envie de croître. Alors vous allez leur dire, mais attendez, non, arrêtez, ne croissez pas, parce que nous on a croissé déjà depuis 2 siècles, puis on a vu que c'était pas bien, alors ne faites pas comme nous. Non, ils vont dire, hop, bon, laissez, bon, ils ne vont pas nous écouter. Bon, et puis voilà, c'est comme ça, Bon, les pays émergents, on va dire, les BRICS, qui ont les moyens semble-t-il, ont le potentiel pour la croissance, ne vont absolument pas écouter Voilà, c'est comme ça, Bon, donc ça, c'est le point numéro 2. Et puis le point numéro 3, bah, j'en ai pratiquement parlé, c'est la critique de la croissance. C'est pas du tout évident, si la croissance était durable. C'est-à-dire que si nous avions, soit par le fait que nous ayons des ressources en fait illimitées, aussi bien d'un point de vue énergétique que d'un point de vue minéral, ou bien si nous avions un système de production industrielle qui n'avait pas besoin d'énergie ou de matière. Bon, échafaudons toutes les hypothèses possibles en tant que bon scientifique. Eh bien, il n'est pas du tout évident. Alors, moi, je suis contre la croissance, simplement parce que ça ne me plaît pas, personnellement. Je préfère. Mon mode de vie idéal, c'est le mode de vie médiéval. On pourrait faire tout ce que vous voulez avec vos avions, tout ça. Moi, ce qui me plaît, j'aurais voulu vivre au Moyen-Âge, hein, comme disait Brassens. Je suis. Mes parents. Pas que sa phrase, j'aurais voulu vivre, j'aurais voulu que mes parents m'enfantent au Moyen-Âge. Bon. Et. Voilà, mais après, je peux très bien comprendre que, que dans une hypothèse où la croissance serait durable, que les gens soient pour la croissance. Après, il y a des problèmes, il les règle, le problème de pollution. Euh, moi, je suis très très démocrate. Hein, bon, vous dites voyez, vous dites, après avoir dit tout ça, qui est la vérité même, vous dites, il faut qu'on revienne à la souche matérielle économique. C'est pas, il faut qu'on revienne. C'est, on reviendra. Quand vous dites, il faut qu'on, on a l'impression que vous pensez à un mouvement sociologique ou politique ou idéologique ou spiritualiste qui va amener les gens à changer. Bon, mais alors, le postulat, si je prends mes 3 postulats du gouvernement de la paix croissance, premier postulat, ça ne se fera pas. Voilà, c'est-à-dire que les gens vont évoluer sous les contraintes externes. Voilà, il y a des contraintes. Alors, maintenant, le postulat numéro 3, j'y reviens quand même. Nous avons vécu 2 siècles de croissance. Bon, 1 siècle et demi, 170 ans, bon, bref, on a vécu 2 siècles de croissance. Cette croissance, vous m'avez demandé tout à l'heure, mais donc on peut démontrer qu'elle n'est pas durable. Oui, on a démontré, ça y est, c'est fini, c'est démontré par plus de ça n'est pas durable. Voilà. Pendant 2 siècles, on a eu une croissance. Cette croissance, aujourd'hui, nous, théoriciens de la décroissance inéluctable, nous démontrons, nous avons des équations qui montrent que ça n'est pas durable. Voilà. Mais on est à un moment charnière où les gens ne se rendent pas compte ou ne croient pas. Ne croient pas à cette théorie. Croient qu'au contraire, la croissance va durer. Parce qu'on leur dit, etc. Parce qu'ils ont envie de le dire aussi.
Revenons, souvenons-nous de ce qu'a dit Daly, les gens qui ont goûté à la croissance, qui voilà, ont vu qu'ils pouvaient faire un certain nombre de choses, on leur dit attendez, ça va s'arrêter, cette idée n'accepte pas. Alors, oui, le mot ne pas accepter l'idée, c'est même pas du déni, enfin bon, après ça dépend de la définition qu'on met sur les mots, hein, mais cette idée, ils ne veulent pas entendre parler. Ils ne veulent pas entendre parler parce que d'une part, ils veulent continuer ce mode de vie et que d'autre part, on leur dit que c'est possible. Voilà. Bon. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment. Oui, marketing qualitatif, c'est ce que les gens veulent. Bon. Et tous ceux qui disent non, 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 mais en fait ils ne le veulent pas, c'est comme la touche, parce qu'on a colonisé leur imaginaire, bon, ce sont des gens qui se disent des choses pour se faire plaisir, et bon, c'est très bien, ils se font plaisir, voilà, mais ce n'est pas la réalité. Bon. Donc, ce qui doit nous intéresser, c'est de voir qu'est-ce qu'on va proposer aux gens lorsqu'ils se seront rendus compte que la croissance n'est plus durable. Vous voyez le point de départ, le starting block, il est là. Il est... nous ne sommes pas dans une phase où nous allons créer un mouvement, une structure pour expliquer aux gens que la croissance n'est pas durable. Ça s'appelle l'alerte. Alors ça fait un moment qu'on lance l'alerte. Bon. Et on continue à lancer l'alerte. Mais on va un peu plus loin, on anticipe sans se faire d'illusions, hein, et on propose des choses pour le post-croissance, sachant qu'il y a encore aujourd'hui une infime minorité de gens qui croient qu'on va être dans cette posture. Ça veut dire que les travaux qu'on va faire sont des travaux qui sont faits pour les années futures. Ce n'est pas des travaux qui sont faits pour aujourd'hui. D'accord. Voilà. Voilà, faut être d'accord là-dessus, ou alors ben, on fait autre chose. Alors, ce que font les décroissants volontaires, c'est qu'aujourd'hui se mettent en situation, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, 17 juillet 2022, ils se disent, voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va interdire la publicité, on va interdire les courses de Formule 1, on va... Bon, très bien. C'est très, très bien. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça. Et ça pousse dans le... ça pousse dans le... Ça n'a aucune chance d'aboutir, hein. Bon. Mais c'est très bien, enfin, c'est absolument pas nuisible, c'est pas toxique, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que, ça n'a aucune chance d'aboutir, et deux, ça fait croire aux gens que c'est possible. Ça fait croire aux gens qu'on va pouvoir changer de cette façon. Et nous, évidemment, on passe pour des méchants en disant non, mais attendez, ça ne changera pas de cette façon, ça changera quand tout le monde, justement, ceux qui aujourd'hui sont des zélateurs, sont des croissants, filent, c'est-à-dire ils aiment ça, ils aiment la croissance, ben quand ils se rendront compte que ça n'est plus possible. Bon, c'est là que nous, on arrive avec un truc, ben oui, ah oui, ben ça fait 2-3 ans qu'on travaille là-dessus. Tout d'un coup, ou progressivement, je ne sais pas, les gens vont se rendre compte, donc c'est ça l'idée, voilà. Et ce que je veux éviter, c'est à chaque fois de retomber dans, je dirais, le prosélytisme de la décroissance volontaire. C'est-à-dire que si on faisait ça, nous, individuellement, bon, individuellement, chacun fait ce qu'il veut. D'abord, moi je me sens pas de quel droit, hein, est-ce qu'on va jeter l'anathème sur celui qui consomme à partir du moment où il nous dit mais bon, bah, j'ai un 4x4, je brûle les cendres, c'est pas un problème, parce que du pétrole, regardez, il y en a sous la... Il suffira d'aller creuser, on ira chercher l'huile de schiste qu'il y a sous la tour Eiffel, voilà, puis on ira chercher du pétrole sur Mars, je l'ai entendu l'autre jour à la radio, voilà, et puis la pollution, mais non, mais ça c'est pas un problème, puisqu'il y a des entreprises, comme Jean Covici d'ailleurs, qui s'occupent de capturer le carbone pour l'enfoncer. Vous voyez, avec la technologie, c'est ce que nous dit Solow d'ailleurs, hein, il nous dit la technologie, c'est la base de la croissance. C'est pas la démographie, c'est pas c'est la technologie. Bon, aujourd'hui, les gens remplacent l'éventuelle interrogation sur
le carburant de la machine, c'est-à-dire l'énergie et la matière, le remplace par mais la technologie. Voilà. Bon, alors là, on a un travail à faire. On a un travail à faire une fois qu'on a, démontré que la croissance n'est pas durable. Il y a deux arguments extrêmement ancrés dans le credo des croissants fils et des croissancistes. Croissancistes, c'est ceux qui agissent pour que ça croisse, et les croissants fils, ceux qui aiment bien ça. C'est le credo de la technologie qui règle les problèmes, et le credo du recyclage qui règle le problème de la pénurie. Voilà, là on a de quoi faire. Mais vous voyez, là on ne parle même pas de pollution. On est toujours dans la faisabilité donc ça fait partie de l'alerte, hein, c'est-à-dire essayer de convaincre les gens que cette croissance qui, après tout, on peut leur dire aussi, mais c'est formidable, c'est formidable. Bon, regardez ces avions. Enfin, moi, je trouve que l'avion, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est fabuleux. Et alors, si on n'avait pas connu la croissance, on aurait peut-être manqué quelque chose. Hein. On aurait peut-être manqué quelque chose. Cracher et jeter dans les flammes de l'Hadès la croissance, moi je suis pas d'accord. Je préfère dire, bah, écoutez, voilà, c'est formidable, c'était fabuleux. Bon, maintenant, ça va s'arrêter. Donc, comment on fait? Oui, alors il y a plusieurs choses. Hein. Bon, les idéalistes, vous voulez